Salut à tous, aujourd'hui on aborde dans cette nouvelle vidéo la deuxième étape de la préparation de votre futur voyage au Wizarding World of Harry Potter à Orlando. La dernière fois, on vous a parlé des parcs, d'attractions, de la manière d'y accéder, des hôtels, des avions et de comment organiser au mieux votre séjour pour profiter de la destination du mieux possible. Aujourd'hui, on va vous parler d'un autre grand classique des parcs d'attractions, c'est la question de la restauration. Alors quand on dit restauration et parc d'attractions, généralement on a ce petit moment de doute qui nous fait frémir un petit peu sur ce que l'on va devoir subir, et encore plus quand on est français habitué quand même à de bons petits plats, dans un parc d'attractions où évidemment on est plutôt sur la nourriture généralement de type fast-food. Manger dans un parc d'attractions, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que ça coûte cher, parce que les menus souvent sont exactement les mêmes, c'est-à-dire du burger, des saucisses, du hot dog, enfin des plats vraiment très simples à préparer et qui sont généralement vendus très cher. Les parcs d'attractions ont une réputation de malbouffe, c'est pas nouveau, ça date maintenant déjà depuis plusieurs décennies et c'est vrai qu'il faut remarquer que pendant des années, manger dans un parc d'attractions, c'était généralement synonyme de manger plutôt mal et en tout cas encore moins bien que dans un McDo ou dans un Quick. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé et cette réputation de malbouffe, même si elle traîne encore beaucoup, et on va pas se mentir, surtout chez les détracteurs des parcs d'attractions, en réalité, aujourd'hui, ça a tendance à s'améliorer. Cependant, il faut bien noter que, évidemment, les parcs Universal n'échappent pas à cette sacro-sainte règle du burger frites soda, encore dans toutes les zones du parc. Il y a beaucoup de restaurants qui ne vous proposeront effectivement que des plats à emporter très rapidement ou aller manger sur une table entre deux pots de ketchup et 3 pots de mayonnaise avec vos quelques frites. Et tout ça pour un prix évidemment assez délirant. Néanmoins, c'est vrai qu'on observe depuis quelque temps une évolution depuis quelques années dans les parcs d'attractions, que ce soit les parcs de Disney ou les parcs Universal, où la stratégie commerciale a été de s'adapter de plus en plus à un nouveau style de public qui est arrivé avec une volonté assez forte de manger quelque chose d'un peu différent de ce que l'on peut trouver dans les parcs d'attractions de manière traditionnelle. Par exemple, les populations végétariennes ou les populations véganes qui sont assez présentes aux États-Unis, évidemment, ne pouvaient pas manger des burgers et des frites à longueur de journée sur les parcs d'attractions. Donc il a fallu un peu adapter le principe. C'est vrai que de plus en plus, on entend parler dans les médias, à la télévision, du manger mieux, avec des produits frais, avec des légumes, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans les habitudes de consommation des visiteurs des parcs d'attractions. Et donc il a fallu effectivement que la stratégie commerciale s'adapte à la demande. Dès lors, c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même une petite amélioration qui est pas encore franchement flagrante parce que c'est vrai que beaucoup de restaurants ne savent faire que ça, ne font que ça et de toute façon touchent un public qui attend également ce genre de nourriture dans un parc d'attractions. Mais voilà, il a fallu quand même un peu modifier les choses. Mais surtout, la prise de conscience des parcs, en fait, ça a été également de devoir s'adapter à des univers qui ont été toujours plus immersifs. Il y a un exemple assez concret, par exemple à Disney World, c'est Animal Kingdom. Animal Kingdom a créé une zone entière dédiée à l'univers du film Avatar. Cette zone, évidemment, ne pouvait pas proposer des plats qui ressemblaient à des frites McDo ou à des burgers McDo qu'on peut trouver sur le coin de l'autoroute ou dans nos centres commerciaux. Il fallait élaborer une nouvelle forme de cuisine avec évidemment des ingrédients plutôt végétaux, plutôt naturels, et ça a été plutôt bien réussi. Mais en fait, en réalité, c'est pas Disney World qui a lancé ce mouvement-là. Ceux qui l'ont lancé véritablement, ça a été Universal, les parcs Universal, avec l'installation du Wizarding World. Alors, ils ne l'ont pas fait de leur plein gré, mais ils l'ont fait parce que J.K. Rowling, quand elle a cédé les droits avec la Warner d'adaptation de l'univers Harry Potter dans les parcs d'attractions, a mis un certain nombre de conditions très strictes, et on vous en parlait déjà dans une première vidéo sur l'arrivée d'un potentiel parc Wizarding World en France. Elle a mis en place des règles très strictes, c'est-à-dire pas de burger, pas de frites, pas de produits gras ou mauvais pour la santé, des plats uniquement à base de légumes et de viande, mais pas de la viande élevée en abattage, des fruits dans les desserts, des couverts qui devaient être réutilisables, des jus de fruits naturels, de l'eau pétillante, ce que vous voulez, mais surtout pas de soda. Et alors ça, c'est vrai que quand
Universal s'est pris cette demande un peu particulière de J.K. Rowling dans les négociations, on peut imaginer un peu la stupéfaction, parce que c'est vrai que le Coca, par exemple, aux États-Unis, est une institution phare des parcs américains. Tout le monde se balade avec son Coca à longueur de journée. Ils ont même installé dans la plupart des parcs Universal des machines où vous pouvez vous servir à volonté toute la journée en payant 7 ou 8 dollars par jour, en tentant 78 000 mélanges différents de Coca avec du Coca cherry, des Coca framboises ou je ne sais quoi. Et là, c'est vrai que J.K. Rowling a poussé un peu les parcs Universal à se dépasser sur ce point-là, parce qu'elle ne voulait pas faire du Wizarding World un instrument en fait de commercialisation d'une malbouffe qu'elle ne voulait pas voir dans ses livres. Hein. Et il est vrai que quand on parle de la nourriture dans Harry Potter et dans les livres Harry Potter, ou même dans les films, on voit pas des plats de frites ou de burgers qui sont servis à longueur de journée dans la grande salle. Et donc du coup, grâce à J.K. Rowling, au final, le parc a dû penser et rénover un peu son mode de fonctionnement sur la question de la nourriture. Alors, à Universal, vous allez avoir plusieurs lieux de restauration. Vous avez des petits lieux de restauration rapide, c'est-à-dire des endroits où vous allez pouvoir vous permettre de prendre juste une bouteille d'eau et éventuellement une petite friandise. Et ensuite, vous avez 2 très gros restaurants. Ces 2 très gros restaurants, ils sont pas suffisant pour l'ensemble du Wizarding World. Donc il faut faire attention quand vous y rendez, d'y aller à des heures, soit vous y allez tôt à midi, soit sinon vous attendez un petit peu que le gros passe, parce que sinon c'est vrai qu'après, en termes de place dans les restaurants, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, 2 restaurants, c'est largement pas suffisant. On va commencer par la partie du parc Universal Studios. Quand vous descendez le chemin de traverse, vous allez tomber tout de suite sur le restaurant Le Chaudron Baveur, le fameux, celui qu'on voit dans les films, celui dont on a tant entendu parler dans les livres. Le Chaudron Baveur a été entièrement reconstitué dans le parc Universal Studios. Très sincèrement, c'est une vraie réussite sur la thématisation, une vraie réussite sur l'organisation de ce restaurant également, parce qu'on est servi vraiment très rapidement. Enfin, il y a vraiment de très très bonnes choses. Les décors sont somptueux et l'ambiance avec la musique des films Harry Potter est vraiment très agréable également pour manger. Et on n'est pas là aussi, on n'a en tout cas pas le sentiment d'être dans un restaurant de masse, comme on peut le voir dans certains parcs d'attractions où finalement on s'entend plus du tout parler. Là, il y a quand même, les gens gardent un niveau sonore assez bas et c'est franchement agréable de manger dans cet endroit-là. Alors, évidemment, quand on est français et qu'on se dit on va aller manger dans un parc américain, déjà, on a un petit peu peur au niveau culinaire. Et alors là, en plus, la promesse de ce restaurant et la promesse finalement du Wizarding World, c'est de vous faire déguster des repas anglais. On vous voit derrière votre écran en train de vous demander ce qui va vous arriver. Et effectivement, c'est vrai qu'on a cette petite trouille quand on rentre dans le restaurant de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va manger ?» La première rencontre avec la carte se passe en fait sur une carte écrite où vous voyez un certain nombre de prix et de plats dont vous ne comprenez pas forcément très bien l'essence, surtout en plus si vous n'avez pas un niveau en anglais qui vous permet de connaître tout le vocable des aliments britanniques. Mais après, la bonne surprise, c'est que dans la file d'attente, vous avez toute une vitrine qui va vous exposer en fait les différents plats que vous allez pouvoir déguster, ce qui vous aide quand même à vous faire un petit peu une idée. Et ça, c'était un peu obligatoire parce que c'est vrai que les Américains et une clientèle internationale sont pas forcément habitués à la nourriture britannique. Et en tout cas, c'est vrai que ce sont des plats qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors, on aime beaucoup nos amis britanniques, mais c'est vrai que d'un point de vue gastronomie, ils sont pas forcément à la hauteur de ce que nous, on peut avoir en France. En tout cas, ce qu'ils font ne remplacera jamais notre bon vieux cassoulet ou notre bon vieux bœuf bourguignon. Là, on s'attend forcément, quand on va manger dans un restaurant britannique, à une expérience culinaire complexe. Alors, dans ces restaurants, et surtout là, en l'occurrence dans le restaurant du Chaudron Baveur, vous pourrez manger par exemple le traditionnel fish and chips. Donc là, c'est le plat sur lequel vous prenez le moins de risques. C'est du poisson pané avec quelques frites végétales de maïs, si mes souvenirs sont exacts. Ensuite, vous allez avoir un Ploegmans. Un Ploegmans, c'est en fait un festin de fromage britannique. Alors oui, on peut être sceptique sur le terme fromage britannique, mais bon, on a les idées larges, avec tout un tas de légumes et de fruits. En fait, c'est plutôt pas mauvais, mais bon.
C'est un peu étonnant. Vous allez avoir également un autre plat célèbre de la gastronomie britannique, le Tollingdale, qui est un plat typique du Yorkshire. Enfin, vous avez tout un tas de plats qui finalement sont pas très très mauvais. Et si vous aimez quand même un petit peu la viande et un petit peu les légumes, bon, vous trouverez globalement de quoi faire. Là où par contre c'est intéressant, c'est que c'est vrai que les prix sont pas démentiels dans le Wizarding World, puisque généralement pour un plat, il va vous falloir compter à peu près $16, avec un dessert où là vous allez peut-être trouver un petit peu de chocolat, mais surtout ça va être des tartes ou des gâteaux avec des fruits de saison qui changent un peu à chaque nouvelle saison dans la carte. Là aussi ça va être à $6. Et en fait, bon, avec les boissons, globalement vous allez vous en tirer pour $30 par personne, c'est-à-dire à peu près 25€. Et ça franchement c'est pas si mal réussi que ça. Autre point positif, c'est que c'est le personnel directement du Chaudron Baveur, c'est les team members d'Universal qui vont vous placer à table. Et là, généralement, ils vous laissent plus ou moins le choix, mais comme ils essayent de bien répartir, du coup, ça permet une plus grosse fluidité dans l'attraction de ce restaurant. Pour ce qui est de la restauration rapide, vous avez aussi, juste à côté du Chaudron Baveur et en face de Gringotts, en fait, la brasserie glacier Florent Fortarome, dont on entend parler beaucoup dans les livres, qu'on voit pas énormément dans les films Harry Potter, mais là, vous pourrez aussi manger une bonne glace en termes de dessert si les gâteaux ne vous ont pas convenu au Chaudron Baveur. Il y a à peu près une vingtaine de saveurs, et là, il faudra compter entre 6 et $9 en fonction de savoir si vous prenez la cup souvenir ou pas. Donc ça, c'est vraiment votre choix. Ensuite, on va partir donc à Island of Adventures. Donc pour ça, il faut prendre le Poudlard Express. On rappelle, toujours avec le billet Park to Park. Et là, vous allez pouvoir aller manger enfin aux 3 balais. Alors les 3 balais, l'expérience culinaire est un peu plus intéressante, un tout petit chouïa plus cher, mais pas grand chose. Mais il y a des plats qui se rapprochent quand même un petit peu plus de la gastronomie américaine et qui sont un peu plus compréhensibles pour nous Européens. Par exemple, vous pourrez manger des ribs qui sont absolument délicieux, mais qui là aussi, vos ribs, donc vos travers de porc, ne seront pas servis avec des frites. Non, ça vous sera servi avec une botte de maïs. Voilà. Et donc, c'est pas à peine de demander des frites, il n'y en aura pas. Pareil, si vous voulez demander un coca au restaurant, ce n'est pas possible. On vous proposera des jus de fruits, de l'eau pétillante, ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous en procurer, c'est strictement impossible. Et donc, aux 3 balais, vous allez avoir toujours le même système avec la vitrine qui va vous présenter les plats, puisqu'il y en a effectivement des différents. Et ensuite, voilà, vous allez être placé. Si le temps le permet, on vous invite à proposer aux team members de vous mettre sur la terrasse. Pourquoi ? Parce que la terrasse à l'arrière des 3 balais vous donne une vue absolument extraordinaire sur Poudlard. Et ça, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et on aimerait bien pouvoir en profiter plus souvent. Il faut savoir que souvent, les gens ne pensent quand même pas aller sur la terrasse parce qu'elle est vraiment cachée. Et donc, les gens n'imaginent pas forcément nécessairement qu'il y ait une terrasse derrière. Donc, c'est quand même un bon truc à avoir. Alors, autre chose également, c'est que dans les restaurants, même s'il n'y a pas de coca, vous pourrez avoir droit à votre bière au beurre. Alors, la bière au beurre, vous pouvez aussi en acheter dans les stands après au lard, dans les stands ambulants. Bon, comment vous dire ? Voilà, il y a l'expérience, c'est intéressant de faire cette expérience-là, mais c'est franchement hors de prix. Vous allez en avoir pour à peu près $8 pour un breuvage qui est quand même très particulier, qui franchement est pas très très bon. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature, certains d'entre vous adorent, d'autres détestent, mais bon, voilà, c'est vrai que déguster une bière au beurre quand on est après au lard, ça vaut le coup. Maintenant, après, voilà, on vous conseille de prendre la version non sucrée. C'est un peu moins indigeste, mais bon, on espère quand même que ça peut faire une bonne expérience à vivre, mais on n'est pas forcément très très convaincus, nous, de notre côté. Voilà grosso modo pour les 2 gros restaurants du Wizarding World. Évidemment, il y a plein d'autres restaurants dans Universal, mais on n'allait pas tous vous les faire, parce que très sincèrement, évidemment, c'est là-bas qu'on mange le mieux, c'est là-bas que c'est le moins cher, et surtout c'est là-bas où l'immersion est vraiment la plus magique. Donc nous, on vous recommande vraiment de vous rendre dans ces 2 restaurants. Il n'y a pas besoin de réserver, vous y allez directement. Comme on vous dit, évitez quand même les heures de pointe en termes de restauration, parce que c'est vrai que là, vous pouvez avoir un petit peu d'attente, mais globalement, tout ça est extrêmement bien organisé. Les team members sont vraiment très professionnels là-dessus, et normalement, vous sortirez indemne de cette expérience culinaire britannique, et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour la 3e étape donc de la préparation de votre voyage au Wizarding World. À très bientôt.